Bonjour à tous. Je voulais vous présenter un instant, juste qui est l'inconscient. L'inconscient, comment se crée une dépendance. Qui est l'inconscient? L'inconscient est une partie de nous que la plupart du temps, on ignore. On le surnomme inconscient. Mais pour quelle raison? Ne pas confondre inconscient avec l'état d'inconscience, le coma. Ne pas croire non plus qu'en hypnose, qu'on dort, qu'on n'entend plus rien. C'est faux. En hypnose, on entend tout. On se rappelle de tout. L'hypnose est bien un état normal du corps humain entre le conscient et le sommeil. Donc on y passe tous et forcément, avant de dormir et avant de se réveiller. Mais pourquoi on surnomme l'inconscient? Tout simplement parce que cette partie en nous, que beaucoup ignorent, l'inconscient gère tout ce qui est automatique. Les pensées, les envies, les désirs, les rituels, toutes les émotions qu'on peut ressentir ou on pourrait dire subir. Subir consciemment. On le surnomme conscient, c'est nous. Le conscient. Il réfléchit, analyse, calcule, il est terre à terre. C'est nous. Le conscient traite à peu près 1 à 3 informations consécutives en même temps. Mais je l'entoure, car au bout de 3 informations consécutives, le cerveau commence à saturer, à créer comme des genres de bugs. Donc, le cerveau est bien une machine, mais vivante, bien sûr, mais fonctionne comme telle. C'est pour ça que l'hypnose, c'est bien un état mécanique. Je continue. Le conscient, pour réfléchir, analyser, calculer, et en étant terre à terre, on n'utilise que 10 à 15% de notre esprit en général. L'inconscient, il gère tout le reste. Il gère 85% de notre système global. L'inconscient fait et traite et gère plus de 2000 informations minimum consécutives. Un petit Superman, on pourrait lui faire une cape, comparé au conscient. Mais attention, l'inconscient gère tout ce qu'automatique. Alors, quand consciemment on va entendre 1 plus 1, immédiatement, sans réfléchir, analyser, calculer, tout de suite et immédiatement, on va avoir la réponse 2. Donc on va subir, on pourrait dire ce mot-là, subir la réponse 2 de l'inconscient, une réponse automatique. Mais l'inconscient, son rôle est de distribuer les informations au conscient. Comment il fait? L'inconscient possède une zone qu'on surnomme le subconscient. On pourrait aussi le surnommer le subconscient, le disque dur de l'inconscient. L'inconscient, on pourrait le surnommer la tour d'ordinateur. Donc, la tour d'ordinateur et son disque dur font qu'un. L'inconscient et le subconscient font qu'un. Mais chacun a son rôle. Chacun fait son propre objectif et travail. Le subconscient va stocker les informations acquises à travers l'apprentissage du conscient, à travers tout notre apprentissage qu'on pourrait avoir et toute notre histoire. Alors, à fur et à mesure d'entendre une même chose, comme 1 plus 1 fait 2 à l'école, par des chansons, par des exercices, mais au bout d'un certain nombre de fois, on va dire que pour le schéma, ça sera 1000. Pour le schéma, bien sûr. Au bout de 1000 fois, dans mon schéma, si on entend 1 plus 1 fait 2, instantanément, immédiatement, même qu'on le veuille ou non, juste ici et là, dans le subconscient, une petite boîte va se créer avec 1 plus 1, 2.
Cette boîte, on peut l'appeler ancrage, implantation neuronale. C'est la petite boîte. Ça veut dire que l'inconscient a gravé dans le subconscient cette information qu'un plus un fait deux. Cela est un ancrage, sera là pour toujours, tout au long de notre vie, pour toujours en nous, jusqu'au dernier jour, dernier souffle, pour toujours. La preuve, on pourrait avoir appris à nager consciemment, en pratiquant plusieurs fois, en s'exerçant, et au bout d'un certain temps, avoir gravé dans le subconscient, dans les disques durs, le mode d'emploi de nager, on saura toujours nager. On pourrait même ne plus nager pendant 40 ans, façon de parler, dans mon schéma toujours. Le jour où on irait dans l'eau, on saura toujours nager. Quand c'est acquis, tout cela restera toujours acquis. Un ancrage, rappelez-vous. Maintenant, à savoir, le subconscient peut graver des ancrages, des informations, alors que consciemment, on n'aurait jamais voulu qu'il les grave. Par exemple, un jour, Monsieur X, on va l'appeler comme ça, notre conscient. Monsieur X a pris une cigarette pour faire comme les copains. Ou peu importe l'excuse ou la raison, pour tester, essayer, peu importe. Le petit conscient, Monsieur X, peut même se vanter devant ses amis, qui fume occasionnellement, quand il le souhaite, quand il le veut, qui gère, contrôle. Tout va bien. Mais l'inconscient a aucune notion du temps. Donc, à fur et à mesure de prendre des cigarettes occasionnellement, le subconscient et l'inconscient qui font qu'un, qui n'ont aucune notion du temps, vont comptabiliser le nombre de cigarettes que Monsieur X a pris. Une de plus, c'est pas la mort. Mais au bout d'un certain temps, Monsieur X, à force d'avoir pris des cigarettes et arrivé à la 1000e cigarette, il aura gravé dans mon schéma, ici et là, le mode d'emploi de fumer. Ce jour-là, le mode d'emploi de fumer est gravé dans le subconscient pour toujours toute notre vie. On appelle cela une dépendance psychologique. Depuis ce jour, l'inconscient, ici et là, l'inconscient croit que le tabac fumé est normal. Il croit que c'est bon, que c'est utile. Depuis ce jour, on appelle ça la dépendance psychologique, et depuis ce jour, l'inconscient va nous envoyer à nous, au conscient, à Monsieur X, des pulsions, des envies, des désirs de fumer, puisqu'il croit que c'est normal et bon, puisqu'on lui a gravé. Et toute sa vie, il croit que c'est bon et normal, même si nous, consciemment, pourtant on sait très bien que c'est mortel, mauvais, stupide. L'inconscient, mettez-vous à sa place, il croit que c'est bon et normal. Et à fur et à mesure d'avoir des pulsions, des envies et de fumer, occasionnellement ou un peu plus souvent maintenant, si on va avec notre meilleur ami prendre un café, une clope, pourtant, on n'en aura peut-être pas forcément envie la première fois que notre ami nous proposera une cigarette au café. Mais si on le fait avec lui, pour simplement être gentil, pour le côté convivial, un jour ou l'autre, à force de prendre des cafés clopes avec notre ami, on pourra, sans le vouloir involontairement, graver, renforcer la dépendance au tabac et graver une petite boîte qu'on pourrait appeler café clope. Imaginez alors avec l'avenir et les années futures du fumeur. Pause clope, voiture clope, tristesse clope, ennui clope, apéro clope, des tonnes d'informations consécutives vont venir renforcer la dépendance. Depuis ce jour, on fume toujours, mais même peut-être plus, puisqu'il y a plus de rituels, plus de pulsions. Et quoi qu'on essaie de faire consciemment, l'inconscient ne comprendra jamais simplement notre information. Si nous, on se persiste à croire que le tabac est mortel, qui est vrai, je suis d'accord avec tous, mais l'inconscient n'est pas de cet avis. C'est pour ça qu'ils sont comme en opposition. Ils sont plus sur la même longueur d'onde. L'hypnose sert à quoi?
L'hypnose permet d'atteindre l'inconscient, d'atteindre aussi le subconscient. Parce qu'en hypnose, l'inconscient est obligé de nous écouter. Le subconscient qui fait qu'un avec l'inconscient, le disque dur, le subconscient se retrouve ouvert. Plus besoin de se répéter un certain nombre de fois. Alors en hypnose, on doit passer le message à l'inconscient que le tabac est mortel, pour qu'il soit sur la même longueur d'onde que nous, pour supprimer des informations ici reliées au tabac, pour faire disparaître toutes ces boîtes, pour devenir un vrai non-fumeur. Oh ben dis donc, qu'est-ce que je dis là? Je dis un vrai non-fumeur. Non-fumeur, un vrai non-fumeur. Et c'est quoi un faux non-fumeur? On peut avoir une personne, un ami à nous, qui fume plus depuis même 30 ans. Mais il peut toujours avoir des pulsions, des envies, des désirs ou même des substituts. Un substitut, ça substitue quelque chose. Alors, on l'appelle le faux non-fumeur parce qu'il ne fume plus depuis 30 ans. C'est bien un non-fumeur, mais on dit le mot faux car il a toujours ces informations. Il va pouvoir craquer un jour, peut-être émotionnellement, quand ça n'ira plus forcément. Un jour ou l'autre. Hélas, la vie n'est pas forcément rigolote. Mais à savoir, devenir un vrai non-fumeur, il faudrait jamais avoir commencé à fumer pour avoir aucune information ici, ou avoir une façon de faire, une technique qui permet de gérer ces données, de pouvoir les modifier. C'est l'hypnose. À bientôt.